Dans la matinée du 18 octobre 1999, un quartier fut réveillé par la voix de Brad Jackson, âgé de 33 ans. Celui-ci appelait désespérément sa fillette de 9 ans, Valerie. Affolé, le père frappa à la porte de ses voisins en espérant trouver quelqu'un qui aurait vu son enfant. À 8h44, il appela le service d'urgence pour signaler la disparition de la petite Valerie. En quelques minutes, les policiers du bureau du shérif de Spokane répondirent à l'appel. Jackson leur dit qu'il avait vu Valerie jouer pour la dernière fois dans l'arrière-cour à 8h15. Quelques minutes plus tard, quand il était sorti pour l'accompagner à l'école à pied, il avait trouvé son sac à dos sur la galerie, mais aucune trace d'elle. On fit appel à une unité canine. Les chiens reniflèrent les vêtements de Valerie. Malheureusement, les recherches furent vaines. L'enquêteur Dave Madsen du bureau du shérif de Spokane était sur les lieux. Quand un enfant disparaît, il est très important qu'on fouille sa maison pour s'assurer qu'il n'y a pas sur les lieux quelque indice d'un crime. Dans ce cas-ci, la maison appartenait non pas à Brad Jackson, mais à ses parents, Dick et Karen Jackson. Brad et Valerie vivaient avec Karen et Dick, les grands-parents de la fillette, depuis environ 7 mois. Jackson, un père célibataire qui avait la garde complète de Valerie, expliqua que sa fille et lui avaient vécu dans la maison de sa petite amie, mais qu'ils étaient retournés vivre avec ses parents parce que l'ami en question ne s'entendait pas avec Valerie. Quant à la mère de la fillette, personne ne l'avait vue depuis plusieurs années. Madsen demanda à Jackson et à ses parents quand ils avaient vu Valerie pour la dernière fois. Le grand-père, Dick, déclara qu'il l'avait vue la veille au soir. Avant qu'elle aille au lit, on a parlé et on s'est fait des câlins. Elle m'a demandé si j'allais travailler. Je travaillais à Portland et elle voulait savoir si je partirais le lendemain matin. Elle voulait savoir quand elle me reverrait. Je lui ai répondu que je ne rentrerais que la semaine suivante. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Karen, la mère de Brad Jackson, avait vu Valerie vers 4h30 le matin de sa disparition. D'habitude, avant d'aller travailler, je venais toujours la voir et l'embrasser. C'est ce que j'ai fait. Puis je suis partie. Les Jackson donnèrent aux enquêteurs l'autorisation de fouiller la maison pour trouver une explication sur ce qui avait pu arriver à la fillette. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. On cherche tout ce qui ne semble pas à sa place ou suspect. Madsen examina le lit de la fillette. Il y avait des taches de sang sur son oreiller. Mais, fait étrange, il n'y en avait pas sur la tête qui la recouvrait. Jackson déclara que sa fillette avait saigné du nez la veille au soir. Valerie était sujette au saignement de nez. Quand ça lui arrivait, elle demandait à son père de la soigner. Jackson expliqua que Valerie était contrariée que sa tête d'oreiller soit tachée. Il l'avait donc lavée et remise en place peu de temps avant la disparition de l'enfant. Madsen se mit alors à la recherche d'autres signes qui démontraient que Valerie avait effectivement saigné du nez, comme des papiers mouchoirs tachés, mais il n'en trouva aucun. Il indiqua au technicien de recueillir les oreillers et les draps pour un examen ultérieur. Pendant qu'il fouillait la maison, Madsen fit une découverte qui pouvait être importante. Le journal de Valerie. Il demanda aux experts de le recueillir. Madsen avait élaboré 3 hypothèses sur ce qui pouvait être arrivé à Valerie. Primo, elle pouvait avoir été enlevée par un ravisseur inconnu. Secondo, ce ravisseur pouvait être sa mère ou quelqu'un envoyé par elle. Et tertio, quelqu'un de sa famille immédiate pouvait aussi l'avoir enlevée. Et dans ce cas, la liste des suspects se limitait à Brad. Pour étayer ses soupçons, Madsen concentra ses efforts sur ce qu'il avait recueilli dans la maison. Il lut alors des choses troublantes dans le journal intime de Valerie. Elle était en colère contre son père qui l'avait humiliée à l'occasion de sa fête d'anniversaire 2 semaines plus tôt. De plus, elle écrivait qu'il ne respectait pas son intimité et qu'il entrait sans frapper dans sa chambre. Moins d'une semaine avant sa disparition, Valerie avait écrit à propos de son père « Il ne me laisse jamais tranquille dans ma chambre ». Ce n'était rien de concret, mais cela m'a quand même mis en alerte. Madsen fit remorquer la camionnette de Jackson au bureau du shérif et la fit examiner par l'expert Craig Kopach. On s'y est pris de façon méthodique pour ne laisser aucun indice nous échapper. Dans ce cas en particulier, on a cherché de la terre, des cheveux, des fibres et des fluides corporels. Kopach commença son examen à l'extérieur du véhicule.
il trouva de nombreuses taches suspectes sur le pare-choc avant du côté du passager. Il en recueillit un échantillon pour le faire analyser. Pour la fouille de l'intérieur de la camionnette, on ferma la porte du garage et on ferma toutes les lumières. On utilise un éclairage spécial pour examiner le véhicule. Certaines choses comme les fluides corporels, les poils et les fibres deviennent alors fluorescents et on peut ainsi mieux les voir et les recueillir. Mis à part le mystérieux résidu sur le pare-choc, on ne trouva aucun indice dans la camionnette. Les policiers devraient attendre pour savoir de quoi le résidu était constitué. Pendant que les enquêteurs tentaient de donner un sens aux maigres indices, ils craignaient de perdre un temps précieux. Ils croyaient que Brad Jackson avait quelque chose à cacher. Madsen lui demanda de se soumettre au détecteur de mensonges. Jackson accepta. C'est Larry Miller qui lui fit subir l'examen. Did you cause the disappearance of your daughter on October 18th? No. On October 18th, were you the one who made your daughter disappear? No. The results of Brad Jackson's polygraph Les résultats de l'examen de Brad Jackson indiquaient clairement qu'il avait menti en répondant aux questions pertinentes à l'affaire. Ces questions étaient relatives au fait qu'il était, oui ou non, responsable de la disparition de sa fillette le 18 octobre et au fait qu'il savait, oui ou non, où elle se trouvait depuis. Comme les résultats de l'examen au détecteur de mensonges ne sont pas recevables en cours, Jackson fut remis en liberté après l'examen. S'il s'en était pris à sa fillette, alors Madsen devrait le prouver. Ce dernier réunit une équipe d'enquêteurs pour établir la suite des choses. Les analyses du résidu suspect trouvé sur le pare-choc avaient démontré qu'il s'agissait de sang humain. Le temps filait à vive allure et les enquêteurs commençaient à douter de jamais retrouver Valerie Jackson en vie. Ils croyaient qu'en prenant Jackson en filature, celui-ci finirait par leur fournir à son insu les indices qu'ils cherchaient. Quelqu'un a proposé qu'on utilise un système GPS pour suivre ses déplacements. On a décidé d'aller de l'avant avec ce projet. Notre but premier, c'était qu'il nous conduise là où se trouvait Valerie. Deuxièmement, on espérait découvrir qui il fréquentait pour pouvoir interroger ces personnes et leur demander si elles savaient quelque chose sur les activités de Brad. Si le GPS fonctionnait bien, il enverrait des signaux à des satellites en orbite. L'enquêteur Don McCabe pourrait télécharger ces informations sur son ordinateur et savoir en tout temps où se trouvait la camionnette de Jackson. On disposait d'une feuille imprimée indiquant la latitude et la longitude, la date et l'heure. On peut même avoir une adresse si on le désire. Une fois l'appareil installé, Madsen appela Jackson pour lui demander de venir chercher sa camionnette. L'équipe d'enquêteurs espérait maintenant que Jackson les mènerait vers Valerie. Alors que Madsen lui remettait les clés, il fit une manœuvre audacieuse. Je lui ai dit à brûle-pourpoint que je savais qu'il avait tué Valerie et qu'il l'avait enterrée quelque part, mais sans doute pas assez profondément pour empêcher les animaux de la déterrer. J'ai ajouté qu'on la retrouverait et qu'on disposerait ainsi d'assez d'indices pour le faire inculper du meurtre de Valerie. Il n'a alors affiché aucune émotion. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je comprends ». Jackson prit ses clés et partit. Pendant ce temps, l'enquêteur McCabe suivait ses moindres déplacements. Pendant les jours suivants, le GPS fonctionnait parfaitement et McCabe savait en tout temps où se trouvait la camionnette de Jackson. Puis, soudain, il perdit le signal. Il ne pouvait plus suivre les déplacements de Jackson en temps réel. McCabe devrait se résigner à attendre quelques semaines en espérant que l'appareil fonctionne toujours et qu'il enregistrait les données. Si elles étaient toujours là, il pourrait les télécharger quand l'appareil serait retiré de la camionnette. Après plus de 2 semaines, Madsen décida qu'il était temps de recueillir les informations. Il obtint un mandat qu'il remit aux policiers afin que ces derniers saisissent la camionnette de Jackson. L'enquêteur McCabe put alors retirer le GPS. Avec Madsen à ses côtés, il commença ensuite à télécharger les données. À leur plus grand soulagement, ils virent s'afficher sur l'écran les itinéraires précis de Jackson. Il y avait certains endroits où nous nous sommes dit « Bon sang, pourquoi donc est-il allé là ?» Et parmi ces endroits, il y avait Vickery Road. Vickery Road était situé dans un secteur boisé à 30 km de Spokane. Il y était allé le 10 novembre, pendant à peine 15 petites minutes. Puis, il était directement allé dans le secteur de Springdale, où il avait passé 30 minutes avant de rentrer à Spokane. Madsen réunit une équipe d'experts et ils prirent la route vers Vickery Road.
À l'aide d'un GPS portatif, Madsen repéra l'endroit exact où Jackson avait garé sa camionnette. Il indiqua alors à son équipe de quadriller le secteur à la recherche de toute trace de terre fraîchement retournée, de traces de pas, de vêtements ou de tout ce qui apparaîtrait suspect. L'équipe incluait une unité canine. Après seulement quelques minutes, le chien flaira une odeur près d'une zone où la terre venait d'être retournée. C'était peut-être une tombe. Madsen fit venir l'expert judiciaire Kevin Jenkins à l'emplacement où ce dernier releva une trace de botte. C'était assez évident quand nous sommes arrivés à cet endroit. Il ne nous restait plus qu'à nous assurer de ne rien déranger. Quand on a été prêt à procéder, on a utilisé ce qu'on appelle du plâtre-pierre. Ce plâtre très résistant est mélangé à de l'eau et coulé sur place. Jenkins fit un moulage de la trace de pas en vue de la comparer plus tard aux semelles des bottes de Jackson. Un autre expert judiciaire, Bill Schneck, recueillit des échantillons de terre dans le secteur. On voulait examiner les échantillons de terre et les comparer à d'autres indices de l'environnement du suspect, comme sa maison, ou tout outil ou vêtement à lui. Juste avant que l'équipe ne reparte, on fit une autre découverte. Un des experts déterra 2 sacs d'épicerie en plastique retenus ensemble avec du ruban adhésif. Les sacs semblaient tachés de sang et il y avait des cheveux sur le ruban. C'étaient des cheveux roux, exactement comme ceux de Valerie Jackson. Mais les experts n'avaient pas encore trouvé un corps. On en a déduit que le corps de Valerie avait vraisemblablement été enterré à cet endroit et déplacé depuis peu. Madsen et son équipe se rendirent ensuite au 2e endroit où Jackson était allé quelques jours plus tôt, à Springdale. Ils espéraient y trouver les preuves qu'ils cherchaient désespérément. Sinon, ils craignaient que ce meurtre ne reste impuni. On se disait depuis le début que si Brad était mêlé à cette disparition, alors l'enfant était forcément morte. L'enquêteur Dave Madsen fit d'abord examiner le bord de la route par ses experts. Presque immédiatement, ceux-ci aperçurent des traces de pneus qui menaient dans les bois. Les experts judiciaires Kevin Jenkins et Bill Schneck firent un moulage de l'empreinte. Plus tard, ils compareraient cette empreinte à celle des pneus de la camionnette de Jackson. L'équipe se dispersa ensuite en éventail et pénétra dans les bois à la recherche de traces de terre fraîchement retournées ou de quelque autre indice qui les conduirait à Valerie. Soudain, un chien décela une odeur et il entraîna son maître avec lui. On fit appeler Madsen qui aperçut alors un endroit où la terre était meuble. L'équipe judiciaire commença la délicate excavation. En quelques instants à peine, on trouva ce qu'on était venu chercher. Il y avait du tissu rose, soit la couleur du chandail que Valerie portait la dernière fois qu'on l'avait vue, et des tissus humains. On retira ensuite le corps d'une fillette de la tombe. On l'identifia plus tard comme étant celui de Valerie Jackson. Tout était très silencieux quand on a trouvé Valerie et qu'on a sorti son corps de la tombe. Quand un enfant disparaît, on ne souhaite qu'une chose, le retrouver en vie. Même si on n'était pas vraiment surpris, on a quand même ressenti de la tristesse et de la douleur. On devait se rendre à l'évidence et reconnaître qu'elle était bien morte. C'était un moment d'une grande tristesse. Même si le corps de la fillette avait été retrouvé, l'enquête était loin d'être terminée. L'équipe d'experts fouilla la maison de Jackson. On y saisit des objets qui pouvaient avoir un lien avec les indices trouvés aux 2 endroits. Un rouleau de ruban adhésif, 2 pelles ainsi qu'une paire de bottes appartenant à Brad Jackson. Bill Schneck, qui avait recueilli des échantillons de terre à la fois à Vickery Road et à Springdale, préleva cette fois des échantillons autour des roues de la camionnette de Jackson et à l'intérieur de son véhicule. On a cherché des similitudes dans la composition de l'échantillon de terre du véhicule et ceux des scènes de crime, afin de voir s'ils provenaient des mêmes lieux. Au même moment, Kevin Jenkins fit un moulage des pneus de la camionnette pour voir s'il correspondait à la trace relevée là où se trouvait le corps de Valerie. Pour obtenir un échantillon des sculptures de pneus de la camionnette de Jackson, on a appliqué une mince couche de gelée de pétrole sur les pneus. Ensuite, on a fait faire un tour complet aux pneus sur un grand carton blanc. Cela a pour effet de laisser l'empreinte de gelée de pétrole sur le carton. Par la suite, on y applique de la poudre dactyloscopique pour rendre l'empreinte plus visible. Pendant que l'enquête continuait d'aller de l'avant,
le médecin légiste du comté pratiqua l'autopsie du corps de Valerie Jackson. Ses conclusions, la mort avait été causée par suffocation. Au laboratoire judiciaire de l'État, Kevin Jenkins compara l'empreinte des pneus de la camionnette de Jackson au moulage de la trace sur la scène du crime. Ce qu'on espère identifier plus que tout, ce sont les caractéristiques uniques. Il s'agit de petites imperfections qui n'étaient pas présentes lors de la fabrication, contrairement aux caractéristiques communes qui, elles, se retrouvent sur tous les pneus. Si on retrouve des caractéristiques uniques, on peut conclure formellement que c'est ce pneu qui a laissé la trace et aucun autre. Jenkins conclut que c'était le même pneu. Il était primordial de prouver que c'était le pneu du véhicule de Jackson qui avait laissé l'empreinte à Springdale, parce que ça nous permettait d'établir que son véhicule s'était réellement trouvé dans ce secteur. Les enquêteurs avaient ainsi démontré que la camionnette de Jackson s'était trouvée sur la scène du crime. Les experts effectuèrent ensuite les comparaisons sur près de 2 douzaines d'échantillons de sol recueillis près des 2 tombes, ainsi que sur les bottes de Jackson, ses pelles et dans sa camionnette. Bill Schneck pratiqua ces examens. L'analyse du sol établissait un lien entre Jackson et le lieu où l'enfant avait été enterré. La terre sur ses bottes et sur les pelles était semblable à la terre du site de l'enterrement. Il y avait donc un lien concret entre Jackson et la tombe. Les experts judiciaires purent également prélever des empreintes digitales sur les sacs d'épicerie trouvés près de Vickery Road. L'analyse révéla qu'il s'agissait de celle de Brad Jackson. Le dossier impliquant Brad Jackson était maintenant complet. On ne peut nier l'importance du GPS dans cette affaire. Sans lui, on n'aurait sans doute jamais retrouvé Valerie et par conséquent, on n'aurait pas pu faire juger Brad. Au cours de cette enquête, Brad Jackson avait menacé de se suicider. Il était maintenant détenu dans un hôpital et surveillé étroitement. Après que les médecins lui eurent donné congé, Madsen l'arrêta pour le meurtre de sa fille. La police ne saura peut-être jamais pourquoi Jackson a tué son enfant. Il n'a jamais voulu parler de son crime. Le 5 octobre 2000, un jury a trouvé Brad Jackson coupable de meurtre au premier degré et l'a condamné à 56 ans d'emprisonnement. Je suis très heureux que le jury l'ait condamné, mais j'étais triste pour sa famille. Non seulement ses parents ont-ils perdu une petite fille, d'ailleurs pour Karen Jackson, Valerie était presque sa propre fille, mais en plus, ils ont perdu leur fils. C'est une situation qui me peine beaucoup.